Section 3 de La Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. La Bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 3. La déclaration de guerre. Il y eut un moment de silence embarrassé. Évidemment, M. de la Rocheboisseau éprouvait maintenant un vif désir d'entrer en communication plus intime avec le prieur et son neveu, mais l'orgueil l'empêchait de faire des avances. De son côté, le père Bonaventure, devinant cette intention, se tenait prudemment sur la défensive. Le baron, les jambes croisées, se mit à tambouriner sur la table du bout de ses doigts. Enfin il demanda d'un ton brusque. « Ah ça, révérend père, j'espère bien que vous ne me gardez pas rancune pour ma vivacité de tout à l'heure. Rien ne dispose à la mauvaise humeur comme un estomac vide. La seule coupable dans cette affaire est notre étourdie d'hôtesse qui vous a livré sans vergogne le déjeuner préparé pour moi. » Le moine, tout en pelant minutieusement une belle poire, répondit qu'il avait ignoré cette circonstance, mais qu'en tout cas il était assez bon chrétien pour excuser un mouvement d'humeur. « J'en suis ravi, mon révérend père, car aussi bien il existe entre nous certains autres motifs de mécontentement réciproques, et je serais heureux que cette rencontre nous fournît l'occasion d'en finir avec ces anciennes rivalités. Quel serait votre avis à cet égard, monsieur le prieur ?» Bonaventure répondit avec le même flegme et la même humilité qu'il était toujours prêt à faire ce qui serait conciliable avec son devoir pour obtenir les bonnes grâces de monsieur le baron. Celui-ci ne parut pas très satisfait de ces paroles vagues et pleines de réserve. Il ajourna l'explication qu'il avait été sur le point de provoquer, et demanda distraitement. « Sans doute, mon révérend, vous allez à Mercoire, chez mademoiselle de Barjac. »« En effet, monsieur le baron. Et vous-même ? Vous le savez bien, tout le pays le sait. Je vais en bon paladin exterminer le monstre qui désole les terres d'une belle châtelaine. »« Et pensez-vous vraiment, monsieur le baron, demanda le prieur avec un intérêt marqué, venir à bout de cette bête enragée ? »« J'en suis sûr, répliqua la Rocheboisseau, avec la suffisance d'un chasseur. Ce loup, d'après les dernières nouvelles, s'est réfugié dans les bois de Mercoire, et il est douteux qu'il en bouge. Demain il sera rembûché, levé, chassé et tué inévitablement avant la fin de la journée. Vous pouvez y compter. Fort bien pour demain, mais aujourd'hui des voyageurs paisibles pourraient-ils, à votre avis, traverser la forêt sans danger ? Cette fois, le père Bonaventure laissait percer tant de frayeur que le baron peut-être ne put résister au malin plaisir de le tourmenter. Dit-il froidement, cette bête est de taille colossale et d'une hardiesse inconcevable. Il ne faudrait pas s'y fier. Le prieur poussa une espèce de gémissement et regarda son neveu qui demeurait calme. En ce moment, dame Richard rentra accompagnée de ses servantes, qui apportaient le déjeuner du baron. Toute conversation suivie devenait impossible. Mais bientôt la Rocheboisseau, comme s'il eût été impatient lui-même de poursuivre l'entretien, congédia l'hôtesse et les gens de service, assurant avec sécheresse qu'il n'avait plus besoin de rien. Le prieur, de plus en plus alarmé, à mesure que l'heure du départ approchait, reprit bientôt d'un ton caressant. « Voyons, monsieur le baron, puisque nous allons également à Mercoire, ne pourriez-vous nous accorder l'honneur de voyager avec vous ? Votre bravoure est connue, et d'ailleurs vos gens forment une escorte respectable. Permettez-moi donc de marcher en votre compagnie, et certainement mademoiselle de Barjac, notre pupille, ne vous sera pas mauvais gré de votre complaisance. » Cette demande directe semblait avoir coûté quelque effort au bon père. Cependant le baron ne se montra pas très empressé d'accepter la proposition. Il s'excusa sur la nécessité où il serait de voyager très rapidement, car il aurait le soir même beaucoup d'ordres à donner et beaucoup de dispositions à prendre pour la battue du lendemain. « Nos mules ne sont pas mauvaises, répliqua le prieur, dont l'obstacle irritait les craintes secrètes, et vos fins chevaux ne pourront guère aller plus vite qu'elles dans les affreux chemins des montagnes. Vraiment, monsieur le baron serait-il généreux de nous refuser une faveur qui vous coûtera si peu ? » La Rocheboisseau sourit d'un air singulier. Puis il but coup sur coup plusieurs verres de ce vin de Saint-Péray, pour lequel il avait une préférence marquée, et, enhardi sans doute par la généreuse boisson, il reprit d'un ton plus ouvert. « Eh bien, père prieur, peut-être serais-je disposé à vous servir, mais au moins, morbleu, faut-il que je sache d'abord si vous êtes mes amis ou mes ennemis. »« Vos ennemis, monsieur le baron ? Vous n'avez pas d'ennemis parmi les révérends pères de Frontenac. »« Mais y ai-je des amis ? C'est une autre question, n'est-ce pas, digne prieur ? Tenez, jouons au jeu sur table, et puisque le hasard ou la providence, si vous aimez mieux, nous réunit ici, sachons profiter l'un et l'autre de cette circonstance favorable.
Je pense, continua la Rocheboisseau en se tournant vers Léonce, que je puis parler librement devant ce jeune homme. C'est mon neveu, répliqua le moine avec empressement. C'est mon secrétaire, mon confident, mon alter ego. À la bonne heure. Du reste, je n'ai pas l'habitude de faire grand mystère de mes projets. Écoutez donc et soyez franc comme moi. Vous n'avez pas oublié, mon révérend père, mes griefs légitimes contre votre abbaye, et particulièrement contre vous qui êtes l'âme du couvent, qui en avez toute l'autorité. Contre moi, monsieur le baron? Ne m'interrompez pas, je vous prie. Ces griefs, déjà très anciens, sont ceux de ma famille autant que les miens propres. On me regarde, je le sais, comme un étourdi, un écervelé, qui ne songe qu'à mener joyeuse vie. On s'imagine que je suis incapable de réfléchir. On me suppose plein d'indifférence pour les intérêts et la dignité de mon nom. On pourra s'apercevoir bientôt qu'il n'en est rien. Si grands que fussent les obstacles, je saurais bien les briser, si l'on avait l'imprudence de me pousser à bout. Tout en parlant, il fronçait les sourcils et serrait les poings avec menace. Mais Bonaventure demeura impassible. Le baron reprit bientôt d'un ton plus calme. Nous remonterons, si vous le voulez bien, mon révérend père, à des événements qui se sont passés il y a 16 ou 18 ans déjà. Mon père vivait alors, et aussi mon oncle le comte de Varinas, seigneur de la magnifique terre dont il portait le nom. Il n'avait jamais existé une bien vive sympathie, j'en conviens, entre mon père, le baron de la Rocheboisseau, et son frère aîné, le comte de Varinas. Mon père était, comme moi, un joyeux gentilhomme, bon vivant, peu ménager de son bien, aimant le plaisir et la bonne chère. Varinas, au contraire, avait une humeur sombre, un tempérament maladif. Sur les derniers temps de sa vie surtout, il était devenu avare et dévot outre mesure. Depuis la mort de sa femme, au lieu de résider dans ses terres, il passait tout son temps à l'abbaye de Frontenac, où il avait un logement et où, disait-on, vous, mon révérend père, vous exerciez une grande influence sur son esprit affaibli. Néanmoins, les relations des deux frères entre eux n'avaient jamais été hostiles. En toute occasion, ils se témoignaient les égards que l'on se doit entre proches parents dans une famille honorable. À cette époque, ni mon père ni moi, nous ne pouvions supposer que nous fussions jamais appelés à recueillir la succession du comte. Il avait un fils de 3 ou 4 ans qu'on appelait le vicomte de Varinas, et qui devait après lui hériter de son nom et de son domaine. Mais cet enfant mourut par accident, et moins de 6 mois après, le comte lui-même rendait le dernier soupir à l'abbaye de Frontenac. En apprenant cette triste nouvelle, mon père, malgré la froideur qui avait existé entre lui et son frère pendant les dernières années, sentit vivement ce coup et accourut à l'abbaye pour rendre compte des derniers devoirs. Cela fait, il voulut réclamer, tant en mon nom qu'au sien, des biens de famille, et notamment le domaine de Varinas, qui lui revenait comme aux plus proches parents et à l'héritier naturel du seigneur défunt. Mais quelle fut son indignation quand on lui montra un testament par lequel mon oncle léguait à l'abbé de Frontenac la propriété de ses terres et de ses châteaux. C'était une iniquité révoltante. Évidemment, il y avait, dans cet acte, dol et captation. On avait abusé de la faiblesse d'esprit du comte à ces derniers moments pour dépouiller sa famille. On avait employé la ruse, la violence peut-être, afin de lui arracher cet acte insensé. Aussi mon père, qui était d'un tempérament bouillant et emporté, jeta-t-il feu et flamme. Il traita fort durement votre abbé et son chapitre, puis il quitta Frontenac, en jurant qu'il obtiendrait justice. En effet, il intenta un procès à l'abbaye devant le Parlement de Bordeaux pour obtenir l'annulation de cet absurde testament. Mais alors se montra le grand pouvoir dont jouissait la gent monacale dans cette province. La cause de l'abbé de Frontenac devint celle du clergé tout entier. De hauts personnages ecclésiastiques, des évêques même, intervinrent en sa faveur. On invoqua contre nous cette vieille accusation de protestantisme qui apparaît chaque fois que nous voulons revendiquer nos droits. Vous surtout, mon révérend père, vous fûtes, si j'ai bonne mémoire, car j'étais très jeune alors, l'agent le plus actif, le plus intelligent de la cause de votre abbé. Grâce à vos efforts, mon père fut débouté de sa demande, condamné à des frais considérables, tandis que le couvent était maintenu dans la possession de notre patrimoine. Dites, mon révérend père, les événements que je viens de rappeler rapidement ne sont-ils pas de la plus exacte vérité? La haine sourde, les insinuations malveillantes que contenait le récit n'avaient altéré en rien la sérénité du prieur. Il avait écouté tranquillement, les bras croisés sur sa poitrine et le sourire sur les lèvres. Les faits, sinon les appréciations, sont de toute exactitude, monsieur le baron, répliqua-t-il.
Je ne nierai même pas d'avoir été personnellement pour beaucoup dans la perte du procès de M. de la Rocheboisseau, votre père. Et si j'ai mal agi, j'en rendrai compte à Dieu, à ma conscience. Seulement vous avez omis, par inadvertance sans doute, une petite circonstance qui peut changer complètement la face des choses. C'est que la donation faite à notre révérendissime abbé, par feu votre oncle, de pieuse mémoire, n'est pas définitive. Elle ne doit être considérée provisoirement que comme un fidéicommis. Un codicille du testament du comte de Varinas est conservé dans le chartrier de notre maison, et par la volonté expresse du testateur, ce codicille sera ouvert seulement après un délai qui expire dans quelques mois d'ici. Dans quelques mois donc, la volonté réelle de votre parent sera connue. Jusque-là, vous devez vous abstenir d'accuser sa mémoire. D'un autre côté, nous n'avons jamais considéré comme nous étant acquis les biens de Varinas. Nous nous sommes contentés de les administrer avec sagesse, et nous le restituerons acquis de droit le jour où le testament définitif nous aura révélé nos devoirs. Ce prétendu codicille n'est qu'une ruse indigne, s'écria impétueusement le baron, et je sais bien qu'il ne modifiera pas d'une manière sérieuse le sens du premier acte. J'ai deviné, père prieur, les adroites manœuvres par lesquelles votre communauté veut s'assurer la paisible jouissance des terres de Varinas. Craignant sans doute que la donation franche et immédiate de ces riches domaines n'excitât l'indignation générale, vous avez tenté de lui donner la forme conditionnelle, afin d'éviter l'odieux d'un pareil legs fait au détriment des héritiers légitimes. Vous avez pensé qu'il convenait de gagner du temps pour habituer peu à peu l'opinion publique à cette outrageante spoliation. En attendant que ce codicille vous garantisse complètement la propriété des biens de mon oncle, vous affectez de dire que vous en êtes seulement les dépositaires, et depuis près de 16 ans vous n'avez pas été troublé dans votre usurpation. Vous espérez qu'après ce long délai, on aura oublié votre captation coupable, que les passions se seront calmées et que vous pourrez, sans bruit et sans secousse, ajouter définitivement notre héritage aux vastes possessions de votre abbaye. Il n'en sera peut-être pas ainsi, monsieur le prieur. Je reviendrai. Je ne m'en cache pas sur cette ancienne affaire dès que l'occasion s'en présentera. Mon père est mort à la peine, presque ruiné par vos intrigues et vos chicanes. Mais j'existe encore et je saurai bien revendiquer les droits de ma famille. Vienne le moment où ce codicille sera ouvert, et si cet acte donnait gain de cause à vos manœuvres, vous pouvez être assuré que je ne resterai pas oisif. Les temps sont bien changés depuis 16 ans. Le siècle a marché, le clergé n'a plus l'influence omnipotente d'autrefois. On parle de chasser de la France la plus riche, la plus puissante des corporations religieuses, celle des jésuites. Grâce à la philosophie et au progrès des Lumières, le vent commence à tourner contre vous. Prenez donc garde. Pour cette fois votre crédit ne suffirait pas peut-être à faire triompher une iniquité. La Rocheboisseau s'était exprimée avec une grande véhémence, et Léonce lui-même paraissait frappé de la légitimité de ses plaintes. Le jeune homme, le coude appuyé sur la table, examinait son oncle d'un air étonnamment douloureux, comme si son âme honnête n'eût pu croire aux indignités dont on accusait la communauté des Frontenac, et en eût attendu la justification. Mais le père Bonaventure continuait de rester impassible. Il souriait, tout en arrangeant du revers de sa main blanche et potelée les plis de sa robe monacale. « Eh bien, monsieur le baron, reprit-il, vous ne sauriez maintenant attendre longtemps l'occasion que vous cherchez. Comme je vous l'ai dit, le temps fixé pour l'ouverture du codicille de votre oncle expirera bientôt. Vous agirez alors d'après les suggestions de vos intérêts ou de vos ressentiments. Quant à l'abbaye de Frontenac, elle fera respecter, sans crainte et sans faiblesse, les volontés du comte de Varinas, quelles qu'elles soient. » L'assurance du prieur était franche et naturelle. Le baron en fut intimidé sans doute, car il poursuivit plus doucement. « N'allons ni trop vite ni trop loin, mon révérend père. J'ose croire encore que je n'en viendrai pas à ces extrémités. J'ai eu pour but unique, en réveillant le souvenir de cette vieille contestation, d'établir la réalité des torts que j'ai soufferts et les titres que je pourrais avoir à une compensation de la part de votre communauté. Si cette compensation m'était accordée, je prendrais l'engagement solennel de ne jamais plus troubler l'abbaye dans la possession des domaines de Varinas. Une compensation, monsieur le baron? Je ne vous comprends pas. Je crois au contraire que vous me comprenez fort bien, mon révérend père. Mais écoutez encore. Par suite du procès que nous avons soutenu contre votre couvent, peut-être aussi par suite de dissipations inconsidérées, ma fortune actuelle, personne ne l'ignore, est gravement compromise. Mes revenus sont aliénés en partie, mes terres engagées, et sans les secours intéressés peut-être de maître Legris, mon homme d'affaires, il me serait souvent fort difficile de porter dignement mon nom.
Or, je ne vois que deux moyens de me relever de cette pénible situation. Ou bien je profiterai des circonstances pour réclamer à outrance les terres de Varinas dont je suis frustré, ou bien je rétablirai ma fortune par un mariage avantageux. C'est de ce dernier projet que je vous prierai, révérend père, de faciliter l'accomplissement. Me comprenez-vous enfin? Pas encore, monsieur le baron. Vous faites preuve habituellement de plus de perspicacité, reprit la Rocheboisseau avec sécheresse, mais je m'expliquerai clairement. Mon père, votre couvent, qui recueille si volontiers les gros héritages, montre de même un goût particulier pour les riches héritières. Vous avez donc en ce moment une opulente pupille sur laquelle vous veillez avec une sollicitude jalouse. Vous l'entourez d'espions, vous scrutez ses actions les plus innocentes, vous prenez ombrage de tous ceux qui l'approchent. Sans pouvoir démêler le but des intrigues dont on enveloppe mademoiselle Christine de Barjac, j'aime à croire pourtant qu'on n'a jamais songé à faire d'elle une religieuse et à doter de ses superbes domaines quelque couvent de femmes que l'on voudrait favoriser. Le moine, depuis un moment, semblait supporter avec moins de patience ces expressions passablement outrageantes dont se servait son interlocuteur. Une teinte cramoisie colora les pommettes de ses joues. « Monsieur le baron, » répliqua-t-il d'une voix légèrement tremblante, « malgré mon désir de rester dans les bornes de la modération, je ne puis tolérer davantage vos suppositions injurieuses envers la sainte maison dont je suis professe. Si donc cet entretien doit se prolonger, je vous invite à parler avec moins d'aigreur et plus de justice. L'abbé et le chapitre de Frontenac n'ont jamais eu la pensée de vouer mademoiselle de Barjac à la profession religieuse, et ils persisteront dans cette résolution, à moins que leur pupille ne montre une vocation positive, persistante, qui ne semble guère probable. Vous savez en effet combien est pénible notre tâche de veiller sur cette jeune fille volontaire, indomptable, rebelle à tout conseil. Les Ursulines demandées ont essayé de lui enseigner les éléments de l'instruction, mais ses progrès ont été médiocres, et elle est sortie de ce couvent au bout de 2 années, laissant les pauvres sœurs à moitié folles de son insoumission et de sa turbulence. Depuis son retour au château de Mercoire, nous avons placé près d'elle un brave et loyal gentilhomme, ainsi qu'une vieille religieuse dont nous connaissons de longue date la patience, le dévouement et la haute vertu. L'un et l'autre nous ont écrit plus de 20 fois déjà pour nous supplier de mettre un terme à la mission de confiance dont nous les avions investis. Vous voyez, monsieur le baron, qu'avec une pupille de ce caractère, nous serions fort malvenus d'imposer notre volonté. Si donc mademoiselle de Barjac prétend rester dans le monde et se marier, nous ne songerons pas à contrarier son choix, pourvu qu'il ne soit pas indigne d'elle et de la noble maison dont elle est sortie. Cela est-il bien vrai, mon révérend père? S'écria la Rocheboisseau avec vivacité. Ne trouverait-on aucune opposition de votre part, si le prétendant avait le malheur de vous déplaire, à vous et aux autres dignitaires de votre abbaye? Tenez, supposons que moi qui vous parle, j'ai conçu la pensée d'apprivoiser cette petite lionne, que je sois parvenu à produire sur elle une impression favorable, et que je me hasarde à l'épouser, malgré son humeur farouche. Répondez-moi avec franchise. Dans ce cas, ne chercheriez-vous pas à empêcher par tous les moyens une semblable alliance? Cette question directe parut fort embarrasser le prieur. Léonce lui-même attendit sa réponse avec anxiété. « Quoi, monsieur le baron? » demanda Bonaventure. « Auriez-vous en effet attiré d'une manière spéciale l'attention de Christine de Barjac? La noble demoiselle s'est montrée jusqu'ici intraitable pour tous ceux qui ont osé lui adresser des galanteries. Et elle se fût sans doute montrée de même pour moi si j'avais aussi commis la faute de l'assourdir de ces phrases musquées dont elle a horreur. Non, je ne lui ai jamais dit une parole d'amour. Mais dans les occasions où mes chasses me conduisaient à Mercoire, mademoiselle de Barjac prenait plus de plaisir en ma compagnie qu'en compagnie d'aucun autre gentilhomme du canton. C'est peu sans doute, mais de la part d'une jeune fille si différente du type vulgaire, il y a bien là de quoi donner certaines espérances. Si donc je n'avais presque la certitude d'être traversé dans mes desseins, je ne perdrais pas courage. Aussi je vous adjure de m'apprendre sur quoi je peux compter. Encore une fois, êtes-vous mes amis ou mes ennemis? Et moi je ne me lasserai pas de répondre que les pères de Frontenac ne sont les ennemis de personne. L'amour du prochain ne nous est-il pas recommandé même envers ceux qui auraient pu nous offenser? Vous ne m'échapperez pas ainsi, monsieur le prieur. Nierez-vous, par exemple, que votre voyage actuel n'ait principalement pour but de combattre mes progrès possibles dans les affections de mademoiselle de Barjac? N'auriez-vous pas eu connaissance de la préférence que m'accorde votre pupille, et en apprenant mon arrivée prochaine au château de Mercoire, ne vous seriez-vous pas immédiatement mis en route,
vous le conseiller, le chef réel de votre communauté, afin de déjouer par votre présence toutes mes tentatives? Voyons, mon révérend père, malgré votre finesse un peu trop mondaine, j'ai confiance dans votre sincérité. Répondez-moi simplement non, et je vous croirai sans hésiter. Ainsi pressé, le père Bonaventure ne pouvait plus éluder la question. Eh bien, reprit-il, je n'en disconviens pas. Ma présence à Mercoire a semblé nécessaire pour imposer aux prétendants que la richesse et la beauté de mademoiselle de Barjac attirent sans cesse autour d'elle. Nous remplissons des fonctions toutes paternelles envers cette jeune fille. Pouvions-nous la laisser sans protection et sans conseil au milieu de la société turbulente qui va se réunir dans sa maison même? Fort bien, dit le baron d'un ton sec en se levant. Voilà enfin qui est parlé, mon révérend père. Ainsi, vous voyez d'un mauvais œil mes assiduités auprès de votre pupille et vous combattrez mes projets de tout votre pouvoir. J'ai déjà eu l'honneur d'assurer monsieur de la Rocheboisseau que mademoiselle de Barjac resterait absolument libre dans son choix. Seulement les pairs de Frontenac useront sans doute du droit qui leur appartient de donner des conseils, de présenter des remontrances. De mieux en mieux, répliqua le gentilhomme avec ironie, en se promenant à grands pas et en faisant sonner ses éperons d'argent. Malheureusement pour vous, mon révérend, on assure que vos remontrances ne sont pas fort écoutées de cet enfant indiscipliné. Même apprendrez-vous, du moins, la cause des fâcheux préjugés que vous avez conçus contre moi? Eh, monsieur le baron, s'écria le père Bonaventure, impatienté de cette insistance, est-il nécessaire de chercher d'autres causes que votre vie désordonnée, le délabrement de votre fortune, et surtout votre attachement secret à l'hérésie protestante? Ma ruine est votre ouvrage, repartit la Rocheboisseau avec énergie. Ma vie est celle de tous les gentilshommes qui ont le sentiment de leur noblesse. Quant à cette vieille accusation de protestantisme que l'on me jette sans cesse à la face, comme on l'a jetée autrefois à la face de mes ancêtres et de ceux du très dévot et très fervent catholique le comte de Varinas, je pourrais demander sur quoi elle est fondée, mais admettons un moment qu'elle soit réelle. Ne vaut-il pas mieux, mon révérend père, rester protestant au fond du cœur que de n'avoir aucune espèce de religion comme tant d'autres? Et ne serait-ce pas là aussi votre cas, monsieur le baron? Dit le moine avec sévérité. On assure que le prêche, pas plus que l'église. Mais brisons-la, s'interrompit-il, avec effort. Je ne dois pas scruter les consciences sans y être formellement invité. Dieu nous jugera tous. On se tut encore. Le baron continuait de se promener dans la salle. Enfin il s'arrêta de nouveau devant le prieur. Ainsi donc, mon révérend père, demanda-t-il avec une colère contenue, vous n'acceptez pas le moyen que je vous offrais de réparer de criantes injustices. J'ai souhaité d'effacer le passé et de conclure avec vous une paix dont mademoiselle de Barjac eût été le gage. Vous préférez la guerre. Je vous la ferai, et ardente, acharnée, je vous le jure. Pour commencer, je vous déclare que j'épouserai votre pupille, en dépit de vous. Le prieur répondit par un sourire à cette espèce de défi, mais Léonce, jusque-là témoin muet, sinon indifférent de cette scène, s'écria en se levant, comme s'il eût obéi à un sentiment irrésistible. Quoi, monsieur le baron, vous êtes donc sûr que mademoiselle de Barjac vous aime? La Rocheboisseau se retourna brusquement. Le prieur lui-même parut stupéfait, mais non irrité de la hardiesse de son neveu. Eh bien, qu'est-ce qui vous prend donc, mon petit ami? Demanda le baron, d'un ton de persiflage en toisant l'adolescent. Sont cela les manières dont on occupe dans les couvents les moignillons de votre sorte? Ces choses de galanterie ne doivent pas être à votre portée. Vous feriez mieux de lire votre bréviaire. Et sans doute le père ici présent va vous donner une bonne pénitence pour vous être mêlé sans permission à des conversations profanes. Monsieur, répliqua Léonce, je n'appartiens pas à l'église, je suis laïque ainsi que vous, et je ne souffrirai pas. Il se tut comme effrayé lui-même de son audace. Qu'est-ce que vous ne souffriez pas, mon jeune garçon? Demanda la Rocheboisseau, avec une insultante ironie. Que mademoiselle de Barjac manifeste de la préférence pour moi? Je ne vois pas trop en quoi ce fait vous toucherait, et comment vous pourriez l'empêcher. Ce n'est pas cela, balbutia Léonce, chez qui la colère luttait contre l'embarras. Je veux dire que la manière outrageante dont vous venez de traiter mon vénérable oncle et les excellents pères de Frontenac. Ah, mon bel enfant! Votre intention est-elle de vous constituer le champion de ces moines et de me demander raison de mes jugements sur leur compte? C'est à merveille, car je ne suis pas disposé à me rétracter et à me repentir. Je dirais même, à qui voudra l'entendre, que les pères de Frontenac, sans exception aucune, sont hypocrites, intrigants, avides, qu'ils m'ont frustré de mon héritage, et qu'ils espèrent sans doute se servir de leurs innocentes pupilles comme d'un instrument pour acquérir de nouvelles richesses,
une influence nouvelle, mais je veillerai, je saurai déjouer leurs manœuvres ténébreuses. J'aime mademoiselle de Barjac, et peut-être suis-je aimé d'elle. Nous verrons qui osera se jeter à la traverse de mes desseins. Vous l'aimez? S'écria Léonce, les yeux étincelants. Vous l'aimez, vous dont le cœur est usé, l'âme flétrie? Je vois, mon bon jeune homme, qu'on vous a donné une sainte horreur des mondains comme moi. Heureusement, il y a loin des préceptes à l'exemple. Oui, ma foi, quoi qu'on en puisse dire, j'aime cette fière et vaillante fille. Ce n'est pas là une femme ordinaire, et je trouve en elle un attrait piquant. Mais morbleu, s'interrompit-il avec dédain, qu'avez-vous à voir avant tout ceci? Et moi-même ne suis-je pas trop bon de répondre aux questions indiscrètes d'un enfant de cœur à tête chaude? Monsieur, s'écria Léonce d'un ton menaçant, je ne puis tolérer davantage vos insolences, et je vais... Eh bien, qu'allez-vous faire, mon vaillant chevalier? Répliqua la Rocheboisseau en riant aux éclats. Me provoquer? Tête Dieu, ce sera chose plaisante. À vos ordres, mon maître, allons, Flambert Jovent. Tenez, me voici prêt à vous recevoir. Il s'était mis en garde et feignait de parer avec le manche de son fouet des bottes imaginaires. Quoi? Vous n'avancez pas, poursuivit-il en riant toujours? Mais, Dieu me pardonne, vous avez oublié votre rapière, mon fougueux gentilhomme de sacristie. Qu'est donc devenu votre rapière? Je puis du moins vous combattre avec l'arme que vous avez choisie vous-même, s'écria Léonce, hors de lui. Il saisit son fouet, qui était resté sur un siège, et courut, le bras levé, vers le baron. Pendant cette violente altercation, le père Bonaventure avait conservé une tranquillité tout à fait inexplicable. On eût dit qu'il voulait étudier jusqu'où irait la légitime indignation de Léonce, mesurer le degré de courage et d'énergie de ce jeune homme, qu'il avait vu, depuis son enfance, si doux et si paisible. Peut-être cet examen ne donnait-il pas au moine un résultat trop défavorable, car Bonaventure souriait à chaque répartie de son jeune champion. Toutefois, quand il vit les deux adversaires prêts d'en venir aux mains, il courut, avec une vivacité qui ne lui était pas ordinaire, se jeter entre eux en criant « Fi donc, Léonce, oubliez-vous déjà nos leçons? Allez-vous prendre les mœurs et les passions féroces des duellistes à la mode? La raison, la religion, permettent-elles de pareilles disputes? Et vous, monsieur le baron, continua-t-il en s'adressant à la Rocheboisseau, qui se tenait sur la défensive, ne rougissez-vous pas de vous laisser aller à de telles provocations envers un enfant inoffensif? Dès les premières paroles de son oncle, Léonce, honteux de son emportement, avait laissé tomber son fouet et avait regagné sa place. Il se cachait le visage dans ses deux mains avec accablement, sans répondre. Le baron, de son côté, changea de contenance et reprit son ton léger. « De par le diable, dit-il, vous avez raison cette fois, révérend père. J'aurais dû mépriser les outrages de votre neveu. Cependant, ajouta-t-il avec une supériorité dédaigneuse, le jeune homme a du feu, et peut-être ne sera-t-il pas facile à conduire quand seulement il aura quelques poils de barbe au menton. Mais laissons cela. Le temps se passe, et il faut que je me remette en route. Puisque vous avez rejeté mes propositions d'accommodement, chacun de nous agira selon son goût, et la victoire sera pour le plus fort ou le plus rusé. Il ouvrit la porte de la cuisine et cria « À cheval, mes gens, tout le monde à cheval !» Aussitôt il se fit un grand remuement dans la première pièce, comme si l'on se fût empressé d'obéir à l'ordre du maître. Décidément, monsieur le baron, demanda le prieur avec une humilité fort différente de la fermeté qu'il venait de montrer, vous ne me permettrez pas de profiter de votre escorte pour nous rendre en sûreté à Mercoire? Malgré les divisions qui existent entre nous, vous seriez très chagrin plus tard, je n'en doute pas, si quelque accident... Vous me supposez beaucoup trop généreux et trop charitable, répliqua la Rocheboisseau, de son ton goguenard. Vrai Dieu, si la bête venait à vous croquer, pensez-vous qu'elle me rendrait un mauvais service? De toute l'abbaye de Frontenac, vous êtes le seul homme capable peut-être d'entraver mes projets. J'ai tout à craindre de votre perspicacité, de votre vigilance, de votre infatigable activité. Aussi n'irai-je pas de gaieté de cœur abandonner la chance favorable qui se présente. Nous sommes en guerre, monsieur le prieur, et tous les moyens sont bons pour remporter la victoire. D'ailleurs, ajouta-t-il en regardant Léonce, qui demeurait absorbé dans ses pensées, n'avez-vous pas avec vous un défenseur intrépide, fort capable de mettre à la raison la fameuse bête du Gévaudan? Il vous protégera, et son bouillant courage pourra mieux s'exercer contre un loup que contre un gentilhomme. Nous nous retrouverons ce soir au château de Mercoire, où vous arriverez sain et sauf, ce que je vous souhaite. Ainsi soit-il. Adieu. Il remit son chapeau et sortit en sifflant un air de chasse. Quelques minutes après, on entendit le bruit des chevaux qui s'éloignaient. Le père Bonaventure
aiguillonné par la crainte de s'attarder dans les forêts dangereuses qu'il avait à traverser, s'empressa également de demander les mules. Il espérait pouvoir suivre le baron à distance et se mettre ainsi sous sa protection en dépit de lui-même. Mais la maison ayant été bouleversée par ce surcroît de voyageurs, les mules ne se trouvèrent pas prêtes. Puis il fallut écouter les remerciements chaleureux de dame Richard pour l'honneur que le prieur lui avait fait en daignant s'arrêter chez elle, et ses lamentations au sujet de sa querelle avec la Rocheboisseau, qui lui avait gardé rigueur et était parti sans même songer à payer la dépense. Ce dont la belle veuve se souciait peu, du reste. Beaucoup de temps fut perdu ainsi. Quand Bonaventure et Léonce furent enfin sortis de Langogne, au milieu des révérences et des génuflexions des habitants de la ville, ils n'aperçurent ni le baron ni ses gens, aussi loin que la vue pouvait s'étendre. Fin de la section 3, lue par Stéphanie. Section 4 de la Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. La Bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 4. L'attaque. Depuis 1 heure déjà, le prieur de Frontenac et son neveu Léonce avaient quitté Langogne. Et malgré certaines difficultés du chemin, rien n'était venu troubler leur voyage. À la vérité, ils n'avaient pu rejoindre les cavaliers qui les précédaient certainement. Mais ils entendaient parfois des sons de trompe dans le lointain, et les rares passants avec lesquels ils se croisaient leur donnaient l'assurance que les chasseurs n'avaient pas plus d'un quart de lieue d'avance sur eux. Le père Bonaventure ne cessait donc d'exciter sa mule, comptant, à chaque détour de la route, apercevoir enfin les costumes éclatants du baron et de ses piqueurs, et Léonce l'imitait machinalement. Mais ces excitations ne produisaient pas grand effet sur les rétives bêtes, de sorte que, selon toute apparence, la distance, au lieu de diminuer, devait s'accroître sans cesse entre les deux voyageurs et les cavaliers mieux montés. Après bien des circuits, on venait d'atteindre un de ces hauts plateaux calcaires appelés causses dans le pays, vaste espace inculte qu'entouraient des montagnes aux plus élevées. Cette plaine était stérile, nue, dépourvue de verdure. De loin en loin seulement, quelques châtaigniers, à demi brisés par les orages dont la violence est terrible dans ces sortes de lieux, égayaient de leurs feuilles jaunissantes la grise uniformité du sol. Le plateau était terminé par une gorge boisée où s'engouffrait le chemin, mais quoiqu'il eût une bonne demi-lieue d'étendue et que rien ne pût y gêner le regard, les chasseurs ne paraissaient pas. Aussi la route ne présentait-elle pour le moment aucun obstacle. Le terrain uni, découvert, dépourvu même de broussailles, ne pouvait faire craindre ni embuscade ni subite éruption des bêtes féroces. D'ailleurs un calme profond régnait dans ce cirque immense. Le temps était beau, et le soleil, encore haut sur l'horizon, laissait l'espoir qu'on pourrait traverser les bois avant la nuit. Le prieur parut donc enfin prendre la situation en patience. Il cessa de tourmenter sa mule, tout essoufflé, non de son obéissance, mais de sa résistance aux excitations du cavalier, et il appela d'un signe Léonce auprès de lui. Depuis qu'on avait quitté la ville, le jeune homme n'avait pas prononcé une parole. La tête penchée sur sa poitrine, il semblait absorbé par ses réflexions. Cependant il s'empressa d'obéir et marcha côte à côte avec le moine, ce que permettait maintenant la largeur du chemin. « Je crois, mon enfant, dit le prieur, qu'il ne faut décidément plus songer à rejoindre cet orgueilleux gentilhomme. Et ma foi, à la garde de Dieu, peut-être eussions-nous bien fait de prendre à Langogne quelques braves champs pour nous accompagner, mais nous sommes partis si précipitamment. Enfin, nous ne devons pas être maintenant à plus de 2 lieues du château, et c'est l'affaire d'1 heure de marche. À la vérité, la route sera beaucoup moins belle là-bas, dans les fonds de la Monadière. » Et il désignait d'un air soucieux l'espèce de défilé qui terminait le plateau. Léonce ne répondit que par un signe distrait. Quoique d'humeur douce et communicative, il avait été élevé dans une grande défiance de lui-même et dans un profond respect de ceux qui avaient autorité sur lui. Ordinairement réservé et silencieux, il attendait volontiers pour parler qu'on l'eût interrogé. Cependant, sa taciturnité, depuis la scène de l'auberge, était si opiniâtre que le prieur finit par s'en étonner. « Ah ça, mon cher Léonce, qu'avez-vous donc » demanda-t-il d'un ton amical, tandis que les 2 mules marchaient de front au pas d'amble. « Seriez-vous malade ? Ou bien auriez-vous peur aussi de cette maudite bête dont Dieu nous préserve ?»
Ni l'un ni l'autre, mon oncle. Seulement, je songeais. À quoi donc, mon enfant? À rien, mon révérend père. Et le bel adolescent poussa un profond soupir. Bonaventure l'observa à la dérobée. Léonce, reprit-il avec gravité, je vous dois à la fois des éloges et un blâme. Des éloges pour le généreux enthousiasme avec lequel vous avez tout à l'heure pris ma défense et celle de vos chers protecteurs les pères de Frontenac. Un blâme pour vous être emporté jusqu'à provoquer un gentilhomme dont les torts ne sauraient excuser les vôtres. Et quoi? Demanda Léonce avec une impatience mal contenue. Fallait-il donc supporter froidement les paroles insolentes de ce monsieur de la Rocheboisseau? Fallait-il écouter sans protestation sa vanterie calomnieuse au sujet de mademoiselle de Barjac? Et que vous importe mademoiselle de Barjac, mon garçon? Léon se pencha en avant comme pour resserrer une courroie de sa selle, mais en réalité pour cacher la rougeur de ses joues. Mon oncle, balbutia-t-il, je croyais, mademoiselle de Barjac est la pupille de l'abbaye, la vôtre. Nous allons recevoir l'hospitalité dans sa maison. Devais-je la laisser traiter avec cette légèreté outrageante? Mais, j'en conviens, ajouta-t-il en s'animant, chaque parole de cet odieux baron agissait sur mon cerveau comme les fumées d'une boisson enivrante. Je ne sais quels instincts inconnus se sont révélés à moi. J'éprouvai un irrésistible désir de m'élancer sur lui, de le frapper au visage. Si j'avais eu une épée, je l'aurais attaqué sur l'heure, malgré votre présence. Mais je n'avais pas d'épée, moi. Je ne suis pas gentilhomme, je suis seulement un humble et paisible élève des pères bénédictins de Frontenac, et j'ai dû dévorer mon affront. En même temps, Léonce, donnant cours à une émotion longtemps contenue, répandit d'abondantes larmes. Le prieur ne parut pas trop étonné de cet attendrissement subit. Il savait peut-être mieux que son neveu lui-même ce qui se passait dans cette âme naïve. Cependant, il reprit avec un mélange de douceur et de sévérité. « Quoi, Léonce, vous pleurez? Est-ce là ce que je devais attendre d'un jeune homme si sage et si ferme dans sa foi, de mon élève chéri, de l'enfant de mes affections, du fils de ma sœur? D'où viennent ces passions insensées qui éclatent ainsi tout à coup? Ne vous ai-je pas dit 100 fois, Léonce, que des créatures raisonnables, faites à l'image de Dieu, ne devaient jamais avoir recours à la force et à la violence, ces armes des brutes? C'est à l'intelligence, à la persuasion que l'homme, le chrétien, doit en appeler. N'imitez pas en ceci la jeunesse turbulente de notre temps, et surtout les débauchés tels que ce baron de la Rocheboisseau, toujours prêts à opposer la pointe de leur épée à la raison, à la vérité, à la justice. Eussiez-vous plus tard, par impossible, les avantages de rang et de fortune que vous prisez trop haut, souvenez-vous que la colère et la haine sont des vices honteux, indignes de vous. Léon s'essuya ses yeux. Pardonnez-moi, mon oncle, cet accès de faiblesse, dit-il en raffermissant sa voix, j'en suis encore à comprendre comment j'ai pu m'y abandonner. Mais puisque nous parlons de ma position dans le monde, permettez-moi de réclamer enfin des éclaircissements que le respect m'a empêché de vous demander jusqu'ici, et qui pourtant d'heure en heure deviennent plus nécessaires à mon repos. Le moment est assez mal choisi pour une explication, dit le moine, en regardant autour de lui. Si cependant vous avez quelque chose sur le cœur, mon enfant, ne tardez pas à me le dire. Peut-être, mon excellent oncle, aurais-je dû vous révéler plutôt l'état de mon âme, à vous mon mentor et mon meilleur ami. Depuis peu, une noire tristesse s'est emparée de moi. Des rêves d'ambition, de plaisir et de gloire mondaine m'obsèdent le jour et la nuit. Cette inquiétude d'esprit, qui parfois devient une véritable angoisse, a sans doute pour cause l'incertitude profonde où je suis encore de l'avenir qui m'attend. Ma pensée erre dans le vide et s'égare faute d'une route tracée. Écoutez-moi donc, mon parent bien-aimé, et je vous en conjure, ne repoussez pas la prière que je vais vous adresser. J'ai perdu de bonne heure mon père et ma mère, que je n'ai jamais connus, mais ni les soins les plus délicats, ni la tendresse la plus indulgente ne m'ont manqué. Soyez béni, mon digne oncle, pour l'affection à toute épreuve que vous avez témoignée, ô pauvre orphelin. Vous m'avez accueilli dans votre paisible retraite du cloître, vous vous êtes plu à former mon cœur et mon esprit, vous m'avez instruit par le précepte et par l'exemple. Chacun des excellents pères de Frontenac, vos amis et vos frères, a voulu vous aider dans cette bienfaisante mission. Les plus savants et les plus sages ont cherché à m'inculquer leur science et leur sagesse. Aussi vous enveloppai-je tous dans un sentiment commun de respect et de gratitude. Je me considère comme votre enfant, et je me demande si j'aurai jamais la force de vous quitter.
Cependant, mon révérend père, depuis quelque temps, soit hasard, soit dessein prémédité, vous paraissez faire tous vos efforts pour me détacher du cloître où s'est passée ma jeunesse. Vous vous plaisez à interrompre mes études. Vous ne négligez aucune occasion de me mettre en contact avec le monde. Voici qu'aujourd'hui, par exemple, vous voulez que j'assiste aux scènes bruyantes et tumultueuses d'une grande chasse. Ces exigences, les idées nouvelles et les instincts nouveaux qu'elles éveillent sont cause du désordre moral où vous me voyez. Des mouvements impétueux m'emportent malgré moi, comme tout à l'heure, à propos du baron de la Rocheboisseau, et leur énergie m'épouvante moi-même. Il dépend de vous de mettre un terme à ces entraînements insensés. Si vraiment je dois renoncer au monde, j'ai la certitude de les dominer avec vos conseils et vos enseignements. Je vous en supplie donc, mon bon oncle et révérend père, permettez-moi de rentrer à l'abbaye le plus tôt possible, d'y prendre l'habit de novice et d'y prononcer des vœux. Après l'épreuve ordinaire, je désirais vivre et y mourir, au milieu d'amis qui me sont et me seront toujours chers. Le père Bonaventure s'attendait sans doute encore à cette proposition, car il ne manifesta aucune surprise. En revanche, des plis nombreux s'assemblèrent sur son front large et chauve. « Léonce, demanda-t-il d'un air pensif, avez-vous bien réfléchi? Cette vocation pour la vie monastique est-elle franche et sincère? Je le crois. Et moi qui lis dans votre âme comme dans un livre ouvert, je suis sûr du contraire. Ces mouvements passionnés dont vous parlez me prouvent clairement que vous n'êtes pas né pour le cloître. Pensez-vous que sous la robe sacerdotale, cette âme fière, ce sang qui bouillonne, ces nerfs irritables s'apaiseraient tout à coup? Non, cette robe vous brûlerait comme la tunique de Nessus. D'ailleurs, mon fils, des motifs que vous connaîtrez plus tard vous interdisent absolument la vie claustrale. « Que dites-vous, mon oncle » s'écria Léonce, au comble de l'étonnement. « Me refuserait-on la consolation permise à toutes les âmes blessées? Mais votre âme n'est pas blessée. Et, le fût-elle, sa blessure ne saurait être bien grave à votre âge. Ne m'interrogez pas. Vous ne pouvez songer davantage à prononcer des vœux soit à Frontenac, soit dans toute autre maison religieuse, du moins jusqu'à ce que les circonstances aient changé et que vous sachiez bien vous-même la portée d'un pareil sacrifice. » Léonce était consterné. « Mon père, reprit-il, j'attendrai patiemment que vous jugiez convenable de m'expliquer cet étrange refus. Mais si vous me repoussez du cloître, alors bon Dieu, quelle sera ma destinée? J'avais toujours cru, en vous voyant me prémunir avec tant de soin contre les agitations et les orages de la vie mondaine, que votre vœu secret était de m'inspirer de l'aversion pour elle. S'il en était ainsi, mon enfant, les révérends pères de Frontenac et moi, nous eussions dépassé le but que nous voulions atteindre. Notre unique désir a été de faire de vous un homme instruit, ferme, probre, un chrétien qui fut plus tard un modèle dans la société. Mais tenez, Léonce, ajouta le moine avec une teinte de sévérité, j'ai pénétré le motif de cette prétendue vocation qui vous est venue si subitement. Elle prend sa source dans un orgueil froissé, dans une ambition violemment refoulée. Vous commencez à entrevoir le brillant théâtre du monde, et comme tous les jeunes gens, vous éprouvez le besoin d'y jouer un rôle considérable, d'en conquérir toutes les gloires, d'en épuiser toutes les joies. Or, au milieu de ces aspirations, vous êtes frappé de votre impuissance, de votre humilité. Vous vous dites que les voies qui mènent aux positions sociales élevées sont fermées devant vous, pauvre plébéien, vous le neveu d'un simple moine campagnard. Répondez avec franchise, Léonce, cela n'est-il pas vrai? Mon cher oncle, pouvez-vous avoir l'idée? Il existe peut-être encore d'autres raisons, poursuivit le prieur en lançant sur lui un de ces regards qui semblaient aller jusqu'à l'âme du jeune homme. Mais celle que je viens d'exprimer est la principale, la moins contestable. Eh bien, Léonce, je ne voudrais pas vous donner des espérances exagérées, mais sachez-le bien, l'avenir vous réserve assez d'avantages pour satisfaire une ambition raisonnable. Ayez donc confiance en vous-même et marchez hardiment en avant, appuyé sur la raison et la justice. Dieu fera le reste. Comme ces paroles, malgré la réserve qui les accompagnait, eussent pu trop vivement impressionner son neveu, le prieur reprit aussitôt. Encore une fois, Léonce, ne laissez pas votre esprit se lancer imprudemment à la poursuite d'absurdes chimères, et tâchez de bien me comprendre. Je suis mort au monde, et je n'ai plus rien à rechercher pour moi sur la terre. Mais vous êtes mon élève, mon ami, mon fils d'adoption. Je vous ai vu grandir, j'ai développé moi-même vos bons penchants, je sais ce que votre cœur contient de vertu, au milieu des imperfections de notre humaine nature. L'ambition que je n'ai plus pour moi, je l'ai pour vous. Je revis dans mon disciple bien-aimé.
J'ai donc conçu de nombreux projets pour votre bonheur terrestre, pour votre élévation, et ces projets, les pères de Frontenac, dont vous êtes l'idole, les seconderont de tout leur crédit. Nos efforts, notre énergie, notre influence seront employés à vous assurer une destinée grande et prospère. On eût dit que ces explications avaient excité chez Léonce une sorte de défiance. Au lieu de remercier son oncle, il demeura sombre et contraint. J'aime à croire, dit-il enfin, que les projets dont il s'agit ne pourront plus donner lieu à des interprétations fâcheuses, et que ces intrigues dont le baron de la Rocheboisseau accusait les moines de Frontenac... Ah, voilà l'effet des paroles venimeuses de ce gentilhomme, interrompit le père Bonaventure, avec un étonnement douloureux. Mais vous, Léonce, deviez-vous retourner contre vos amis et vos bienfaiteurs ce trait empoisonné? Il y avait tant de reproches dans le ton du prieur, que Léonce sauta lestement à bas de sa mule, qui s'arrêta. Il courut à son oncle, et lui prenant la main, la couvrit de baisers et de larmes. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, dit-il d'une voix entrecoupée de sanglots. Si vous saviez ce que je souffre, je crois que Dieu s'est détourné de moi. La sincérité de cette douleur toucha le père Bonaventure. J'excuse volontiers, répliqua-t-il en souriant avec douceur. Un accès d'égarement. Pauvre Léonce. Croyez-vous que je ne devine pas la cause de ce changement bizarre, survenu dans votre humeur autrefois si paisible et si égale, la cause de cette tristesse morne ou de ces emportements qui éclatent tout à coup, comme les tempêtes de l'âme. Mais le moment n'est pas favorable pour traiter de pareille matière. Nous reprendrons ce sujet une autre fois. Remontez à cheval, Léonce, et continuons notre voyage. Le jeune homme obéit avec sa soumission ordinaire, et ils cheminèrent encore quelques instants côte à côte. Mon enfant, reprit bientôt le moine d'un ton bienveillant, quoique je vous ai pardonné votre faute, je veux vous imposer une pénitence. Nous allons retrouver à Mercoire le baron de la Rocheboisseau, et je verrai avec satisfaction que vous évitassiez toute discussion nouvelle avec lui. J'ai des raisons particulières pour souhaiter qu'il n'y ait plus entre vous ni haine ni colère, et vous vous repentiriez certainement plus tard de n'avoir pas suivi mes conseils. Eh bien, Léonce, que répondrez-vous? Je puis mépriser une injure qui me serait adressée, mon oncle, mais devrais-je laisser outrager en ma présence une personne qui aurait droit à mon affection, à mon respect? Il me faut votre promesse, sans condition, et par votre exactitude à la tenir, je jugerai si vous avez un regret sincère de votre inconcevable emportement. Soit, mon oncle, je vous la donne. Mais à quelle épreuve, mon Dieu, m'exposez-vous sans cesse? Des épreuves, Léonce? Je ne vous comprends plus. C'est à peine si je me comprends moi-même. Ma pauvre tête est un chaos où tout se heurte et se confond. Ah, mon oncle, mon bon oncle, pourquoi avez-vous exigé que je revinsse à Mercoire? D'abord, mon garçon, parce que je ne saurais trouver de compagnon de voyage plus sûr et plus agréable que vous. D'autre part, désirant, comme vous vous en êtes aperçu, vous faire connaître le monde où vous devez entrer, j'ai profité de cette occasion favorable pour vous introduire dans une maison où l'élite de la noblesse du Gévaudan va se trouver réunie. Enfin, j'avais encore un autre motif. J'ai remarqué, mon cher Léonce, que vous exerciez une singulière influence sur mademoiselle de Barjac. Notre impérieuse pupille semble, en votre présence, retrouver quelque chose de la timidité, de la réserve qui conviennent à une femme bien née. On dirait que votre nature douce, tendre, toute de sentiment et de raison, déteint sur ce caractère hautain, inculte, tout de spontanéité et d'indépendance. Cette impression s'est manifestée il y a plusieurs années déjà. Vous souvenez-vous, Léonce, de la première visite que nous fîmes à mademoiselle de Barjac aux Ursulines de Mende? Depuis 6 mois, l'Indocier le pensionnaire était au couvent, et les pauvres sœurs n'avaient pu parvenir encore à lui faire assembler ses lettres. Elle déchirait ses ouvrages de couture et de broderie, elle injuriait ses institutrices, elle vint au parloir, les vêtements en désordre, les cheveux épars, et pourtant charmante comme un ange en révolte. Elle accueillit impatiemment mes remontrances et garda un silence farouche. Pendant que, désespéré de cet endurcissement, je causais à l'écart avec la supérieure, vous vous approchâtes de Christine de Barjac. Presque enfant vous-même, vous semblâtes compatir au chagrin de cet enfant indomptable. Elle vous écouta d'abord avec étonnement, puis avec complaisance. Nous ne pouvions entendre votre dialogue, mais nous ne cessions de vous observer l'un et l'autre. Un livre se trouvait là, l'ouvrant au hasard, vous vous mîtes à expliquer le mécanisme de la formation des mots à l'écolière attentive. Bientôt, elle saisit le livre à son tour. Un moment, elle hésita,
Elle balbutia, et il vous fallut donner des explications nouvelles. Enfin, elle reprit le livre, et cette fois, au miracle. Elle n'eut sans faute une page presque entière. Ce que les institutrices n'avaient pu obtenir en 6 mois d'efforts, vous veniez de l'obtenir en quelques minutes. J'étais confondu d'admiration, et la supérieure pleurait de joie, tandis que l'écolière elle-même demeurait stupéfaite de son merveilleux succès. Cela est vrai, mon oncle, cela est vrai, répondit Léonce dans une agitation extrême. Mais à quoi bon rappeler de pareils souvenirs? Depuis ce temps, poursuivit le moine, j'ai eu de nombreux exemples de l'ascendant que vous exerciez sur elle. À chacune de mes visites au château, je remarque en elle un changement favorable quand vous m'accompagnez. Devant vous, elle est modeste, bonne. Elle réprime ses emportements qui désolent ses serviteurs et ses amis. Elle ressemble enfin davantage à ce que nous voudrions qu'elle fût. Je l'avoue franchement, mon cher Léonce. J'agis surtout dans l'intérêt de notre pupille en vous conduisant chez elle. L'ingrate enfant ne se montre pas toujours très respectueuse envers moi et envers les autres pères de Frontenac. Par cela seul que notre devoir est de la conseiller, de blâmer les écarts de son caractère fougueux. Or je serais désolé que, dans les circonstances actuelles, mademoiselle de Barjac donnât d'elle une opinion défavorable. Vous avez entendu quel jugement fâcheux portent sur son compte les gens du pays. J'ai donc espéré, mon fils, que vous m'aideriez par votre seule présence à maintenir notre élève dans les bornes d'un strict décorum, au milieu des gens de qualité qui devront affluer à Mercoire. Et vous, mon oncle, si prudent et si sage, s'écria Léonce avec une sorte de désespoir, n'avez-vous jamais songé au danger que pouvaient avoir pour moi de semblables expériences? Mais vous vous êtes trompé. L'influence que vous m'attribuez n'existe pas. Les événements dont vous parlez sont l'effet du hasard. Christine de Barjac, demoiselle de grande naissance et de grande fortune, n'a jamais laissé tomber sur moi un regard d'attention. Elle n'a jamais témoigné à personne autant de froideur et d'éloignement. En me voyant, elle n'éprouve que de la gêne, du malaise. Pour lui plaire, à elle, si vive et si remuante, il faudrait ressembler à ce brillant et frivole seigneur de la Rocheboisseau, qui s'est vanté si hautement tout à l'heure de la préférence dont elle l'honore. Je ne suis rien pour elle, vous dis-je. Aussi, mon oncle, je vous en conjure, ne me retenez pas longtemps à Mercoire, et quand nous aurons quitté le château, par pitié pour moi, souffrez que je n'y revienne jamais. Ces paroles étaient comme arrachées par une affreuse torture. C'était un cri du cœur qui, cette fois, ne pouvait manquer d'être compris. D'ailleurs, ainsi qu'on l'a deviné sans doute, le prieur n'avait pas attendu les aveux de plus en plus clairs de son neveu pour démêler les sentiments secrets de cette âme candide. Aussi ouvrait-il déjà la bouche, afin d'adresser à Léonce soit des consolations, soit des reproches, quand un regard jeté autour de lui donna un cours différent à ses pensées. Les voyageurs, en effet, étaient arrivés à l'extrémité de la Causse. Devant eux, un défilé sombre s'enfonçait entre 2 montagnes couvertes d'arbres jusqu'au sommet. Le chemin devenait difficile, raboteux. D'énormes rochers, tombés des hauteurs voisines, laissaient à peine assez de place pour le passage d'un cavalier. Le soleil, qui avait beaucoup baissé pendant la conversation précédente, dorait encore la cime des pics les plus élevés. Mais il ne pénétrait plus depuis longtemps dans cette gorge profonde, où commençaient à s'accumuler des brouillards intenses. Aussi loin que la vue pouvait encore s'étendre, il n'y avait que des arbres à verdure foncée. Une immense et interminable forêt enveloppait dans son réseau de feuillage collines, vallées et montagnes. Ce changement subit de la scène, l'aspect sauvage de ces solitudes, et plus que tout le reste, la certitude qu'on entrait dans le canton où la terrible bête du Gévaudan exerçait ses ravages, était bien de nature à impressionner vivement l'oncle et le neveu. Le prieur se contenta donc de répondre avec une légère altération dans la voix. « J'aurais beaucoup à dire sur ce qui vient de vous échapper, mon enfant. Mais je manquerai en ce moment de la liberté d'esprit nécessaire, et nous reprendrons plus tard ce sujet de conversation. Nous approchons des fonds de la Monadière, où l'on assure que la bête a fait hier encore des victimes. Ne parlons plus, et tâchez de vous tenir le plus près possible de moi. Que Dieu et la Vierge nous protègent. » Léonce ne partageait pas la frayeur de son oncle, mais peut-être n'était-il pas fâché de reculer encore l'explication qu'il avait pourtant provoquée. Il y a toujours dans le cœur de l'adolescent une pudeur qui le fait hésiter à produire au grand jour ses premiers secrets de tendresse. Aussi le jeune homme ne parut-il éprouver aucun chagrin de cette interruption et obéit-il avec soumission à l'invitation du père Bonaventure. Ils cheminèrent pendant quelques instants avec rapidité, mais plus ils avançaient, plus l'obscurité devenait dense autour d'eux. La forêt était une haute futaie de chênes, de sapins et de ces êtres appelés faillards dans le pays.
Ces arbres, rapprochés et touffus, n'eussent pas permis même à midi et par un jour pur de lire sous leurs couverts. Or, à cette heure de la soirée, dans ces fonds entourés de monts sourcilleux, c'était à peine si une teinte blafarde venait encore du ciel. L'œil ne distinguait plus rien dans leurs sombres profondeurs. Des broussailles et des ronces projetaient jusque sur le chemin leurs guirlandes épineuses. D'ailleurs, comme on descendait toujours, le brouillard étendait sur le paysage un voile de plus en plus épais. Les sommets des montagnes, les pointes de rochers, les échancrures du sol, tout ce qui eût servi de point de reconnaissance avait disparu. Cependant les voyageurs n'ignoraient pas que ces bois étaient traversés de routes nombreuses, et qu'une méprise, eu égard aux circonstances, ne serait peut-être pas sans danger. Ils eurent d'abord pour les guider les ornières creusées dans le sol argileux par les charrettes à bœuf qui se rendaient à Mercoire. C'était là un signe certain qu'ils se trouvaient sur la grande voie de communication du château avec les pays voisins, la plupart des autres allées de la forêt n'étant pas praticables pour les chariots. Mais bientôt cet indice salutaire vint aussi à leur manquer. Le sol changea de nature. Il était maintenant sec, rocailleux, et trop dur pour conserver l'empreinte des roues. Ils attendaient vainement qu'une éclaircie dans les bois, un accident du terrain, un objet familier à leurs yeux leur permît de s'assurer de la direction qu'ils devaient suivre. La brume enveloppait tout de sa désolante uniformité, et les deux cavaliers ne se voyaient l'un et l'autre, malgré leur proximité, que comme des formes vagues et fantastiques. Enfin on atteignit un endroit où la route se bifurquait, et Léon s'arrêta sa monture. Le prieur, qui récitait son chapelet, afin peut-être de donner le change à sa frayeur secrète, se hâta de l'imiter. « Mon oncle, dit le jeune homme avec embarras. Après quelques observations rapides, je pensais que nous étions enfin arrivés à la croix de Saint-Paul, mais je me suis trompé. Nous aurons sans doute passé la croix sans la voir. Connaissez-vous l'endroit où nous sommes? Pour moi, je ne me souviens pas d'y être jamais venu. Et moi de même, mon enfant, répliqua le prieur d'une voix gémissante. Sainte Vierge, nous serions-nous égarés? En tout cas, ce ne saurait être de beaucoup. Mais je voudrais pouvoir gagner les hauteurs. Il doit faire encore grand jour sur la croupe des montagnes. Qu'en dites-vous, mon oncle? Prendrons-nous cette route à gauche qui semble conduire au sommet de la Monadière? Si une fois j'avais un peu d'espace découvert autour de moi, je saurais bien retrouver la route du château. Je me fie à vous, mon garçon, répliqua timidement le père Bonaventure. Je conviens volontiers qu'en ce moment vos conseils peuvent valoir mieux que les miens. Cela, j'espère, ajouta-t-il en s'efforçant de plaisanter, ne tournera pas à conséquence pour l'avenir. Léonce lui-même paraissait fort irrésolu, quand le son lointain d'une trompe ou d'un cornet retentit sur la gauche, au milieu du silence. « Par ici, mon oncle, s'écria-t-il, nous trouverons certainement du monde de ce côté. D'ailleurs, nous gravirons la montagne, et nous nous orienterons d'une manière positive. En marche, donc. Il ne faudrait pas que nous fussions surpris par la nuit dans ces forêts impénétrables. » Le prieur suivit passivement, mais la tante de Léon se fut trompée. La route nouvelle, après avoir franchi une légère gibbosité du terrain, redescendait par une pente roide vers ces fonds buissonneux qu'on avait voulu éviter. Les voyageurs égarés durent s'arrêter encore pour délibérer. Pendant cette courte halte, le cornet retentit de nouveau, mais cette fois d'un côté différent. « C'est à n'y rien comprendre, » reprit le moine avec anxiété. « Le bruit vient de notre droite maintenant. »« Il y a de singuliers effets d'acoustique dans les montagnes, » répliqua Léonce d'un air de réflexion. « La disposition des lieux et cette brume compacte peuvent causer des illusions très extraordinaires. La personne qui tient l'instrument n'est pas sans doute où elle paraît être. Nous l'entendons tantôt ici, tantôt là, et peut-être se trouve-t-elle à moins de 200 pas devant nous. Dans ce cas, mon enfant, pourquoi n'essayerions-nous pas de l'appeler à notre aide? Essayons, mon oncle. Je le veux bien. Tous les deux, unissant leurs voix, poussèrent de grands cris à diverses reprises. Et ils se turent pour écouter si l'on répondait à leur appel. Mais il sembla que leurs cris eussent été absorbés par cette atmosphère lourde, immobile et pour ainsi dire cotonneuse. Quelques éclats de voix furent répétés, comme en se jouant par un écho éloigné, puis tout redevint silencieux. Le prieur avait décidément abdiqué l'autorité que son âge et son expérience lui donnaient d'habitude sur son jeune compagnon. « Que ferons-nous, Léonce » demanda-t-il. « En vérité, mon oncle, je ne sais. Il me semble pourtant voir des pas de bestiaux imprimés sur le sol, et peut-être cette route conduit-elle à quelque habitation. Continuons donc à la suivre. »« Soit, » dit le père Bonaventure. « Aussi bien ne serions-nous pas toujours sous la main de Dieu ?
Cette persévérance des voyageurs ne tarda pas à recevoir sa récompense. La route se remit à monter, comme si elle voulait s'élever sur le flanc de la montagne, et l'air parut moins chargé de particules humides. Quoique les arbres formassent toujours une voûte épaisse au-dessus de la tête des cavaliers, le jour se faisait sensiblement autour d'eux. Les sons du cornet leur arrivaient aussi plus distincts et plus rapprochés. Ils pouvaient donc croire qu'ils allaient sortir enfin de la situation embarrassante, et peut-être périlleuse, où ils se trouvaient, quand un événement vint changer leurs vagues appréhensions en légitime terreur. Ils cheminaient avec précaution, quand un hurlement sauvage partit d'un fourré inextricable, à quelque distance. Les mules restèrent immobiles, dressant leurs oreilles et frissonnant de tous leurs membres, comme il arrive aux animaux timides qui sentent une bête féroce. Le prieur et son neveu se regardèrent. « La bête du Gévaudan !» murmura le moine en pâlissant. « Que Dieu nous pardonne nos péchés, nous sommes perdus. » Léonce cherchait des yeux un objet dont il pût se faire une arme, car il n'avait à opposer que son fouet au redoutable adversaire qui s'annonçait ainsi. « Courage, mon oncle, répliqua-t-il. Ce loup, si c'est lui en effet, n'osera peut-être pas attaquer 2 hommes à cheval. Si j'avais seulement un bon gourdin. » Le rugissement avait cessé. On entendait maintenant dans les ronces comme un grand corps impétueux et agile qui se frayait passage. Mais le taillis était si serré, l'obscurité si profonde, le brouillard encore si épais qu'on n'apercevait rien. Tout à coup le hurlement se fit entendre de nouveau. Cette fois l'animal qui l'avait poussé semblait être à quelques pas seulement des voyageurs. Cette épreuve était trop forte pour le pauvre moine. Croyant déjà sentir ses membres craquer sous la dent du monstre, il se mit à pousser des cris de détresse. Léonce, au contraire, cherchait l'ennemi des yeux, prêt à repousser l'attaque comme il le pourrait, mais son courage ne devait lui être d'aucune utilité. Les mules, effrayées jusqu'au vertige par ce hurlement parti de si près, se cabrèrent, tournèrent sur elles-mêmes, et s'enfuirent chacune de son côté. Celle du prieur emporta son cavalier qui s'attachait au crin et continuait de crier. Celle de Léonce, ne trouvant pas d'espace vide devant elle, s'était jetée aveuglément dans les halliers et bondissait avec frénésie au milieu des plantes grimpantes et des épines. Tout ce que put faire le jeune homme fut de se maintenir à cheval pendant quelques instants, malgré les furieux écarts et les violentes saccades de sa monture. Mais son habileté en équitation ne l'empêcha pas d'être enfin désarçonné. S'étant heurté contre les branches basses d'un hêtre, il fut enlevé de la selle et lancé précisément dans la direction où le dernier hurlement s'était fait entendre. Le coup avait été rude, et Léonce demeura tout étourdi, sans mouvement, le visage tourné contre terre. Aussitôt un grondement sourd et guttural retentit à son oreille. Un corps pesant tomba sur lui, et il sentit des dents formidables déchirer son épaule, tandis que des griffes acérées pénétraient dans sa chair, à travers ses vêtements. L'atrocité de la douleur, l'imminence du péril, rappelèrent un peu Léonce à lui-même. Il essaya de se retourner et de dégager ses bras, afin de repousser la bête féroce qui le dévorait tout vivant. Mais les plantes épineuses l'enchaînaient de leurs 1000 nœuds, le feuillage l'aveuglait, la charge qui pesait sur lui paralysait ses mouvements. Il parvint pourtant à se retourner sur le côté, et une de ses mains tenta d'écarter le monstre qu'il ne pouvait voir. Mais ce ne fut pas une tête de bête féroce que cette main rencontra. On eût dit plutôt une chevelure rude, inculte, hérissée, appartenant à une tête humaine. Dans ce moment terrible, où l'instinct de la conservation dominait tout raisonnement, Léonce ne songeait pas à chercher l'explication de cette circonstance inconcevable. Il continua de se débattre contre les étreintes et les morsures de son adversaire inconnu, et il s'agitait convulsivement sans savoir ce qu'il faisait. La lutte prit fin au moment où le malheureux jeune homme, épuisé, hors d'haleine, presque évanoui de souffrance et de terreur, allait devenir incapable de résistance. Les griffes et les dents cessèrent de le déchirer. Il se sentit débarrassé du fardeau qui l'écrasait. Ranimé par ce changement inattendu, il s'agita énergiquement et finit par se relever sur son séant. Alors, s'appuyant sur le coude, il se mit à promener autour de lui un regard hébété. Toute trace de son formidable agresseur avait disparu. On entendait bien encore une espèce de frémissement dans les buissons voisins, mais on ne pouvait rien voir. D'ailleurs, l'attention de Léonce fut détournée par d'autres bruits qui partaient du chemin et se rapprochaient avec rapidité. C'étaient des sons de cornets maintenant parfaitement clairs, des aboiements vigoureux, et plus que tout cela, la voix du prieur qui appelait d'un ton d'angoisse. Léonce était incapable de répondre. Il restait dans la même posture, doutant encore de sa propre existence. Enfin, il aperçut confusément dans le brouillard 2 personnes.
l'une à pied, l'autre à cheval, qui semblaient le chercher, et il entendit son oncle qui disait « Léonce, où êtes-vous? Léonce, au nom de Dieu, si vous êtes encore vivant, hâtez-vous de me répondre. » Le pauvre enfant réussit enfin à vaincre son affreuse prostration. « Par ici, mon oncle, de ce côté. »« Ah, nous l'avons enfin retrouvé !» s'écria le moine en sautant à bas de sa monture. « Eh bien, mon garçon, êtes-vous blessé? »« Je crois que non, mon oncle. »« Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué !» Comme le père Bonaventure allait aider Léonce à se dégager, son compagnon à pied lui dit en patois du pays. « Attention, mon révérend père, la bête ne saurait être loin, car voilà mon chien qui gronde. »« Tout beau, Castor, ne t'éloigne pas, car nous aurons peut-être besoin de toi. » Mais ses craintes ne pouvaient plus arrêter le prieur, tout à la joie de retrouver son fils d'adoption. Il franchit les obstacles, sans égard pour sa robe monacale, et vint serrer dans ses bras le pauvre Léonce qui recevait passivement ses caresses. Ce fut seulement quand le jeune homme, avec le secours de son oncle, eut regagné le grand chemin, qu'il fut possible de prendre une idée exacte du déplorable état où il se trouvait. Son chapeau était défoncé, ses vêtements étaient déchirés, ses mains et son visage inondés de sang. On voyait une large plaie à son épaule gauche, comme si un lambeau de chair eût été arraché par un coup de griffe ou de dent. Le père Bonaventure, effrayé, se hâta de bander la blessure avec son mouchoir et avec celui de Léonce. Le nouveau venu l'aida de son mieux dans cette charitable besogne. « Miséricorde, monsieur, » disait cet homme en patois, avec terreur. « Vous l'avez échappé belle. 1 minute plus tard, vous étiez dévoré. » Celui qui parlait ainsi et qui avait si efficacement assisté les voyageurs en péril était, comme on l'a deviné sans doute, Jean Godard, le patour de Mercoire. Après avoir quitté Langogne, il avait pris un chemin de traverse, praticable seulement pour les gens à pied. En entrant dans la portion de la forêt où la bête exerçait ses ravages, il avait eu l'idée de sonner du cornet de pâtre qu'il portait avec lui, afin de se préserver des attaques de l'animal féroce. Il avait entendu pourtant les appels de l'oncle et du neveu, et devinant qu'il s'agissait de personnes égarées dans le brouillard, il avait eu l'humanité de se mettre à leur recherche. Les cris partis au moment de la catastrophe avaient attiré son attention, et il avait failli être renversé par le prieur qu'emportait sa monture. Ils étaient parvenus cependant à se rapprocher, et après une courte explication, ils étaient accourus à l'aide de Léonce, qu'ils supposaient avec raison en grand péril. Du reste, le pauvre jeune homme, ainsi miraculeusement délivré, ne pouvait faire aucune question. Sa présence d'esprit ne revenait que lentement. « Mon oncle, dit-il enfin d'une voix altérée, l'avez-vous vu? Certainement, il a passé près de vous. »« Qui donc ?» demanda le prieur avec étonnement. « Mais cet homme, ce misérable qui m'a blessé. »« Un homme? Rêvez-vous? Sans doute ce malheureux enfant aura reçu un choc violent à la tête. Réfléchissez donc, mon cher Léonce. Ce n'est pas à un homme que vous venez d'avoir affaire, mais bien à ce monstre qu'on appelle la bête du Gévaudan. »« La bête du Gévaudan? En êtes-vous sûr, mon oncle? » demanda Léonce, dont les idées se réveillaient peu à peu. « En vérité, je n'oserais rien affirmer, car je sais à peine où je suis. Cependant, je ne puis croire que ce soit une bête féroce qui m'a si maltraité. »« Eh, bonté divine, que serait-ce donc? Dit le patour. « Si vous pouviez voir la plaie que vous avez là sur l'épaule, vous n'auriez plus de doute à cet égard. Quelle dentée! C'est une pitié. Mais allons, messieurs, il s'agit de ne pas froidir ici. La nuit approche et la bête est diablement opiniâtre. S'il lui prenait fantaisie de nous assaillir de nouveau, nous pourrions ne pas nous trouver les plus forts. Il n'y a rien de bon à gagner dans ces bois après le coucher du soleil. »« Ce brave homme a raison, » dit le prieur, qui, rassuré sur le compte de son neveu, recommençait à s'alarmer pour lui-même. « Partons sans retard. Quel funeste et lugubre lieu, n'y restons pas davantage. Aussi bien, Léonce, mon enfant, vous avez besoin de prompt secours. Courage donc, et tâchons d'atteindre au plus vite le château. » Il ne fut pas difficile de retrouver la mule de Léonce. Après la chute de son cavalier, elle s'était abattue elle-même, et demeurait tellement empêtrée dans les buissons qu'elle ne pouvait se relever. Ce fut à grand-peine que Jean Godard parvint à la remettre sur pied, et il s'empressa de la mener à son maître. Mais dès les premiers pas, on reconnut que le blessé était incapable de se soutenir à cheval. Sa tête oscillait de droite à gauche, son bras malade ne pouvait porter le poids des rênes. Alors Jean Godard n'hésita pas. Il sauta sans cérémonie sur la croupe de la mule, et tandis qu'il serrait d'un bras le neveu du prieur contre sa poitrine, il saisissait les guides de l'autre main en s'écriant « En route, en route! Quand nous serons hors du bois, nous verrons à nous arranger mieux, mais ce n'est pas le moment de nous dorloter.
Voici Castor qui dresse les oreilles et grince les dents. En route. Et toi, Castor, tiens ferme. Dans un quart d'heure, nous serons hors de danger. Il poussa la mule en avant et Bonaventure le suivit, tandis que le dogue marchait le dernier en grondant et en tournant fréquemment la tête. Fin de la section 4, lue par Stéphanie.